plus grande fierté, c'est Prof ma fierté. Okay. C'est-à-dire tout le volet qu'on a développé pour mieux faire connaître les gens. On était allé faire des sondages dans les milieux, des enquêtes dans les milieux qui disaient aux enseignants, tu sais, vous faites partie d'une des 10 professions au Québec où vous êtes le plus apprécié. Oui. Mais vous dites que vous ne vous sentez pas reconnu. Et ce qu'ils nous ont dit comme enseignants, c'est on ne se sent pas valorisé. Nous, là, on a le sentiment que ce qu'on pense, comment on voit, c'est jamais important. Nous, on est là pour exécuter ce qu'on nous dit de faire de plus haut, continuellement. Et vous autres, le syndicat, bien, vous parlez jamais positivement de nous autres. Quand on entend parler de nous autres, là, c'est parce que vous êtes en revendication, c'est parce que vous êtes en négociation, vous avez besoin qu'on aille sur des lignes de piquetage. Donc, on aurait besoin d'entendre parler de nous ailleurs. Et c'est de là qu'elle est venue la campagne Prof ma fierté. Oui. On est parti de ça, premièrement, en faisant témoigner des gens qui t'ont marqué à l'école. Nommer un enseignant. Et on a développé toute une campagne qui nous permettait de venir dire, là, moi, à l'école, là, c'est un professeur qui m'a marqué. Moi, c'est la vie que je vivais, c'est l'accompagnement. Et on a fait des vidéos de des enseignants qui avaient été marquants, des élèves, ou même d'anciens professeurs qui venaient parler. Ça a été extraordinaire. On a fait des 5 à 7 dans les milieux avec les gens, avec des témoignages. Celui qui a lancé encore plus cette campagne Prof ma fierté, c'est Pierre Hébert, qui nous a accompagnés dans les dernières années parce que lui, Pierre Hébert, porte-parole, parce que sa femme est une enseignante. Et lui, il l'a vu, c'était quoi la vie d'une enseignante ou d'un enseignant. Mais quand tu as un enseignant dans ton entourage, là, tu sais c'est quoi. Donc, il a fait des capsules avec nous autres. Il est allé dans le milieu pour mieux faire connaître. Et là, on a attiré des gens à des 5 à 7 avec des vidéos. Est-ce que les réalités, vous avez parcouru la province, est-ce que les réalités sont identiques? Y a-t-il des particularités? Y a-t-il sans doute beaucoup de points communs, mais il doit y avoir des différences d'une région à l'autre? C'est sûr que tu as des distinctions. Tu sais, des fois, quand on va parler des ratios dans nos classes, là, ben, le petit village, là, où tu as à peu près 30 élèves dans toute l'école là, qui représentent du préscolaire jusqu'à la 6e année, là, ben lui, les ratios, c'est pas ça qui le préoccupe le plus, là. C'est plus le spécialiste dans sa classe que pas, c'est des choses comme ça. Quand tu vas parler de la pénurie, celui dans les régions, par exemple, il la vit, cette grande pénurie-là. Là. Quand on parle de toute la région du Pontiac, exemple, là, Sieur de Coulonges, ainsi de suite, là, Maniwaki, tout ça, là, ce que tu vas vivre moins. Tu as commencé à le vivre, mais tu vis moins quand tu es dans des grandes villes puis tu as des universités à côté. Donc, ça peut être des différences. Mais la problématique enseignante, elle est la même au Québec. Nos écoles, nos universités j'allais dire produisent, mais ne nous fournissent plus autant de professeurs, d'enseignants, d'enseignantes dont on aurait besoin. Les chiffres qui sont sortis l'année dernière, je pense, on parlait de 30 000 personnes enseignantes non qualifiées. Comment on résout ce genre de situation? C'est quoi la problématique, là? Comment on peut attaquer ce problème-là? Ou est-ce qu'il est trop tard pour attaquer ce problème-là? Il est très tard. Pas trop. Mais il faut arrêter. Je vous entends très tard, mais pas trop. Il faut arrêter l'hémorragie. Il faut redonner aux jeunes du Québec le goût de venir en enseignement. Et il faut donner le goût aux gens qui sont là de rester en éducation. Pourquoi tu as eu autant de gens qui ont quitté la profession dans les 15 dernières années? Parce qu'ils n'en pouvaient plus. Parce qu'avec les conditions qui étaient là, et ça, combien de fois on l'a répété au gouvernement? Arrêtez de dire que l'éducation, c'est une priorité, là, parce que le discours, vous l'avez bien, vous parlez bien. Tout gouvernement confondu, vous avez un beau discours, c'est le fun, c'est beau, ça sonne bien à l'oreille. Mais posez des gestes qui vont faire que l'enseignant sent qu'il est appuyé, sent qu'il a l'aide qu'il a besoin. Je veux vous parler d'éducation. Vous le savez, puis je l'ai répété souvent, c'est ma priorité, c'est la priorité de mon gouvernement. Puis on a posé des gestes depuis 4 ans et demi pour prouver que c'est notre priorité.
Les enseignants qui quittent, là, c'est parce qu'ils sont épuisés. Puis des enseignants là, qui décident de partir à 5 ans de leur retraite, à 7 ans de leur retraite, là, sont pénalisés en tabarnouche. Oui. Donc, c'est vraiment parce qu'ils n'en peuvent plus qu'ils vont quitter. Donc, moi, je dis, ces gens-là, là, qui sont là, écoutez-nous quand on vous dit que ça leur prend des conditions. Écoutez-nous quand on vous dit qu'ils ont besoin d'appui pour le renseignement, des aides à la classe. Oui. On va en avoir besoin de plus en plus. Des services pour mon élève en difficulté, là, que je vois les yeux de mon élève toujours éteints, là, parce qu'il ne réussit pas, là. J'ai besoin, parce que je le connais, son diagnostic, puis je le sais, c'est un psychologue qui aurait besoin parce qu'il a vécu des choses chez eux. Là. Je le connais. Donnez-nous la possibilité d'avoir ces gens-là qui viennent appuyer. Ça, c'est pour les enseignants qui sont là qu'on veut garder. Oui. Pour nos jeunes, donnez-leur le goût de venir en éducation. Faites pas juste leur dire « c'est beau l'éducation ». Moi, je suis d'accord avec le discours parce que je vais continuer à dire « C'est beau l'éducation ». C'est beau l'éducation. Oui. Puis même si j'ai trouvé ça difficile, je continue à dire la plus belle profession pour moi, c'était être enseignant. Oui. Mais quand j'ai décidé d'aller en éducation, c'est pas pour ce qui se passait au niveau politique, puis c'est pas pour ce qui se disait en haut. Moi, c'est parce que j'avais vu dans ma classe des enseignants passionnés. Puis aujourd'hui, là, nos jeunes qui finissent au secondaire, là, ce qu'ils voient des fois dans leur classe, c'est des enseignants aigris. C'est des enseignants qui en peuvent plus. C'est des enseignants qui ne savent plus quoi faire avec tel et tel étudiant qui aurait besoin d'aide, puis que l'enseignant ne peut pas aider, puis qu'il n'y a pas de service pour venir les aider. Quand j'assiste à ça, là, est-ce que j'ai le goût de dire « je veux aller en enseignement ». Donc, je pense que c'est collectivement, c'est tout le monde ensemble qu'on devra décider si l'éducation, c'est une priorité au Québec. Pour nos politiciens, dans le discours, ça l'est. Oui. Mais est-ce que, socialement, moi, je pense que la pandémie a beaucoup aidé à ce niveau-là. Cette perception-là, à quel point c'est important? L'éducation, oui. Parce que tu as eu des parents, pris plusieurs semaines avec les petits amours dans la maison. Oui. OK? Puis qui ont vu aussi, même si tu avais des cours virtuels, qui ont vu à la caméra ce qui pouvait se passer dans une classe, puis c'était quoi la personnalité des élèves qu'il y avait dans la classe de leurs enfants à eux autres. Fait que je pense que socialement, les parents sont prêts à prioriser l'éducation, mais il faudra le faire ensemble. Puis il faudra tenir compte de l'opinion de l'enseignant qui est dans une école, puis qui sait ce qu'il a besoin. La FSA, là, je pense qu'on a établi notre crédibilité dans la vie professionnelle et pédagogique. On a démontré que notre connaissance de la pédagogie pouvait apporter beaucoup. Et plus les gens du ministère, plus les cabinets vont accepter de travailler avec nous, plus on va pouvoir améliorer des choses en éducation, j'en suis convaincue. On a une complicité qui nous a permis de faire des grandes choses. Moi, je regarde les ministères là, depuis quelques années, là, à quel point ça tourne. Ça tourne les gens qui sont pas... Moi, là, je vais juste vous dire, en 16 ans, 5 ans vice-président, 11 ans président, en 16 ans, j'ai passé 9 ministres différents. En 7 ans, en 11 ans, ma présidence, en 11 ans, 7 ministres différents. Pensez-vous qu'on avait une plus grande stabilité puis que je connais peut-être mieux mon milieu? Moi, j'ai toujours dit c'est dangereux, des changements de ministres. C'est très dangereux. Je sais pas. Des fois, ça nous fait du bien. On recommence. Puis quand un nouveau ministre arrive, là, t'es au moins un 6 mois. Puis je suis généreuse, là. Un 6 mois, il se passe rien parce que le ministre, il veut connaître. Il veut regarder, puis il veut aller voir les choses. Il se passe rien à ce moment-là. On a besoin, en éducation, de stabilité. OK? Et ça, c'est important. J'ai toujours considéré que quand arrive un nouveau ministre, il est au service de son gouvernement et des promesses électorales plutôt que d'être au service des besoins dans nos milieux scolaires, des élèves et des enseignants et du personnel de l'éducation. La chose la plus urgente,
c'est d'arrêter le discours que l'éducation est une priorité et poser des gestes qui vont montrer que l'éducation est une priorité. Fait que pour moi, quel que soit le parti, quel que soit le ministre, j'ose espérer qu'on sera capable de mesurer l'ampleur des besoins et que les ministres laisseront leur ego de côté par rapport à moi, j'ai le goût de, moi, je veux, c'est... Moi, je l'ai la solution. Je suis au service des milieux. De quoi avez-vous besoin? Le milieu de l'éducation. Comment on peut venir reconstruire les choses ensemble? J'ai toujours dit, ce qui m'a mené là où j'étais, puis le style de représentation que j'ai fait, je me suis jamais présentée en disant, moi, je sais ce que ça nous prend. J'ai été sur le terrain, j'ai écouté quels étaient les besoins et c'est ça que j'ai défendu. La porte-parole. J'étais la porte-parole. Je livrais le cri du cœur que les enseignants avaient sur le terrain parce que c'est un réel cri du cœur qu'on a depuis des années. Il faut voir la désertion qu'on vit chez les enseignants, il faut voir la pénurie d'enseignants pour savoir à quel point c'est devenu difficile. Qu'est-ce qui éteint nos enseignants? Qu'est-ce qui tue nos enseignants? C'est tout ce qu'ils ont à faire autre que d'enseigner. Donnez-leur la chance d'enseigner. C'est ça qu'ils veulent, les enseignants au Québec. Un nouveau ministre, de quelque parti qu'il soit qui va arriver, il faut qu'il soit là pour venir servir le monde de l'éducation, être la courroie entre un gouvernement puis nos établissements scolaires pour redynamiser notre milieu et redonner à la profession les galons qu'elle mérite. J'ai assisté à 3 négociations nationales là, où j'ai vécu des choses qu'on pourrait même pas décrire. Il faut l'avoir vécu pour y croire, là, des nuits de négociation là, où tu n'as plus espoir en rien, puis tout bascule. Là. Jamais je serai d'accord avec le type de négociation qui se vit au Québec depuis des années. C'est-à-dire un gouvernement qui, pendant des mois, pour dire des années, parce qu'il y a des négociations qui durent sur 1 an et demi, 2 ans, vont retenir de l'information pour faire la vraie négociation, font perdre le temps à des gens. Le temps, c'est de l'argent, là. À des tables au complet, là. Puis je peux vous dire que les négociateurs de la partie patronale coûtent beaucoup plus cher que les négociateurs de la partie syndicale, là. Ça coûte un prix de fou. On tient des gens à des tables, là, pendant des rencontres et des rencontres, 80 rencontres, des fois, là, qui se passent où il se passe rien du tout. Faut les avoir Puis là, mesure, là. au bout d'1 an et demi, quand le gouvernement décide, il faut que la négociation se rencontre, là, on met tout sur la table, tout ça, puis en 72 heures, des fois, tu peux régler une négociation. Ce n'est pas sain pour une société. Je reste convaincue que c'est pas la façon de faire, que ça ne devrait jamais se passer comme ça. Puis là, il y a des gens qui vont dire, oui, mais pourquoi vous réglez dans ce temps-là? Mais c'est parce que quand l'opportunité est là, puis quand les choses commencent à arriver, tu l'as fait, la vraie négociation. C'est là que ça amorce une négociation et que tu veux que les choses se règlent. Mais pour moi, ça devrait jamais arriver. Fait que si vous me dites, y a-t-il des choses que tu regrettes dans ton passage? Des choses que j'ai fait comme leader? Non, parce que j'ai eu tellement des équipes extraordinaires qui m'ont accompagné là-dedans, qu'on a cheminé, on a fait un beau travail. Mais je suis déçue qu'au Québec, on ne sorte pas de cette façon de négocier-là, qui fait que en 72 heures, on règle une négociation qu'on aurait pu régler peut-être sur 6 mois au lieu de le faire sur 1 an et demi, mais qui nous aurait permis d'aller au fond des dossiers qu'on va régler. Là, quand tu le fais en 72 heures, c'est sûr que d'un côté comme de l'autre, t'échappes plein d'éléments que si on avait eu 6 mois pour en parler puis faire la négociation, viendrait beaucoup plus répondre aux besoins des 2 parties. Pas rien que d'un parti, là. Les 2 parties. Mais nos grands négociateurs, je ne sais pas où ils suivent leur formation. Mais en tout cas, ça ne doit pas être les enseignants du réseau scolaire qui les enseignent, ça se passe ailleurs, là. Mais c'est pas sain pour un milieu. Et je regrette comme ça, là, ces choses-là et je souhaite qu'un jour, on trouvera une façon de se parler et de négocier correctement. Dans le monde syndical, il y a d'autres syndicats qui représentent aussi les enseignants. On a parlé de l'Alliance de Montréal ou le territoire de Montréal. Comment ça collabore entre toutes ces entités-là ensemble? Il y a eu des années où le chacun pour soi a été très fort. OK. Mais je pense que la vie nous a prouvé
que de travailler ensemble. Tu sais, tout seul, tu vas plus vite, mais ensemble, tu vas plus loin. Régent Parent disait souvent ça, un ancien président de la CSQ, là. Et ça, moi, je crois à ça. Puis regardez la dernière négociation qui s'est vécue en front commun. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vécu un réel front commun. Pas toujours facile. Tu sais, des fois, tu as des façons de faire qui sont différentes, tu as des valeurs qui sont différentes, tu as une méthode de représentation qui peut être très différente. Mais quand tu as affaire à des êtres humains qui acceptent de se parler, qui acceptent de se confronter, puis qui acceptent à un moment donné de se rallier, je pense qu'on peut aller loin. Et la dernière négociation l'a prouvé. Ils ont travaillé ensemble, puis je lève mon chapeau, moi, au dernier Front commun. Parce que ces gens-là, là, je suis convaincue que des fois, une Magali Picard versus un Éric Gingras, ils ne devaient pas toujours penser pareil. Mais ce qui était le plus important, c'était le membre à la base. Donc, ils l'ont fait, ils ont travaillé ensemble. Et oui, on est capable de se parler, et tant et aussi longtemps que les gens vont se parler, ça ne peut être qu'un plus, parce que qu'est-ce qui est la force d'un gouvernement? Souvent, c'est diviser pour mieux régner. Et ça, moi, j'ai jamais cru au diviser pour mieux régner. Donc, vous êtes fervente de la collaboration. Absolument. J'y ai toujours cru, l'importance des partenaires, l'importance de travailler ensemble, de chercher des solutions ensemble, parce que on peut avoir tous des objectifs différents, on peut avoir des valeurs différentes, mais quand on met tout ça ensemble, on réussit à trouver les chemins qui peuvent nous mener plus loin. Est-ce qu'on veut parler un peu de l'autre grand syndicat du monde de l'enseignement? Est-ce que ça collabore bien ensemble? Il y a eu une scission là, un jour. Ouais. Il y avait une raison pour laquelle il y a eu une scission. Il y avait des valeurs qui étaient différentes, il y avait une réalité qui était différente, une façon de travailler et de représenter les membres qui pouvait être différente. Mais le membre à la base, de plus en plus, lui, il a demandé que ces gens-là se reparlent. OK. Et j'ai l'impression que pendant qu'on vivait sur des anciennes douleurs, c'était difficile que les gens se reparlent. Dans les dernières années, moi, j'avais comme mandat de mon monde de reparler à l'autre fédération. Je l'ai fait. Et chaque fois qu'on a eu à se parler, ça s'est très bien fait. OK. Et je pense que la personne qui a pris ma succession veut continuer dans ce sens-là. Puis je pense que l'autre côté, ils ont pu faire des constats aussi, ils ont pu faire des bilans que on peut ne pas travailler de la même façon, mais on doit être capable de se parler. Et pour moi, la clé, elle est là. Si on pense qu'on a des réalités différentes pour représenter nos membres, il faut se respecter dans ce qu'on a de différence. Mais un enseignant au Québec, ça demeure un enseignant et il y a plein de points communs. Et ça, il faut être capable de s'en parler parce qu'on n'est pas là pour nos égaux à nous de représentants. On est là pour représenter les gens à la base, les gens qui sont dans leur classe puis qui ont bien d'autres choses à faire que gérer des conflits d'adultes plus haut. Le Québec va toujours dire au niveau des conventions collectives qui veut pas se retrouver avec deux conventions différentes au Québec. Ouais, on veut... Donc, il accepte qu'il y ait des éléments qui soient différents, mais il y a de grands enjeux qui doivent demeurer les mêmes. Le salaire, ça va rester la même affaire. Une dimension des assurances vont rester les mêmes. Le régime de retraite va rester les mêmes. Les ratios dans les classes, c'est sur des éléments précis qu'on peut avoir des divergences d'écriture, là. Ouais. Mais le cœur de la convention, généralement, demeure la même. Là. Okay. Les mêmes objectifs, finalement. Un enseignant au Québec, c'est un enseignant. C'est un enseignant. Donc, mais je vais toujours respecter qu'on n'a pas le même besoin de représentation. Des fois, peut-être qu'au centre-ville de Montréal, ils vivent des choses que je ne vis pas au centre-ville de Maniwaki. OK? Donc, il peut y avoir des façons différentes de représenter notre monde, mais pour moi, un enseignant, ça demeure un enseignant, puis il y a des grands éléments sur lesquels on aura toujours beaucoup plus avantage à se parler qu'à se diviser. Tu as bien raison. Après 11 ans à la FSE-CSU, vous avez décidé de tourner la page. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette décision-là? J'ai adoré mes années à la présidence, mais j'ai le goût de vous dire que je souhaite à personne d'être 11 ans à la tête d'une organisation comme celle de la FSE. Voilà. Vous savez, c'est vraiment
même si on s'imagine pas ça, c'est du 7 jours sur 7. Okay. Et pratiquement 12 mois par année. Ben oui, j'ai des vacances. C'est sûr que j'ai des vacances. En théorie. En théorie. Mais vous savez que s'il se passe quelque chose, à qui on veut parler des fois pour avoir la petite information, le petit sujet. Tu sais, il y a beaucoup de gens, à un moment donné, qui ont ton numéro de téléphone, puis qui aiment bien des journalistes ou différentes personnes, même un conseiller qui sait que t'es pas de garde, mais qu'il veut l'opinion de la présidence avant d'avancer. Donc, c'est très exigeant. Mon 35 ans était fait. Mon mandat était terminé, pas en juin cette année, moi, mais 2023. En juin 2023. Et c'est à la demande des syndicats, de mon équipe, que j'ai décidé de faire une année de plus. On riait toujours parce que je leur disais, je ne reprends pas de mandat parce que il y a une chose qui est bien importante pour moi, quand je commence de quoi, je le finis. Okay. Et je sais que je suis pas capable de faire 3 ans. Je vous le dis, là, physiquement, psychologiquement, je n'ai pas l'énergie, puis j'accepterais pas d'être une moitié de présidente. Si je suis présidente, je veux être présidente au complet. Et là, ils ont commencé à me taquiner, à rire un petit peu de moi, puis dire, hein? Toi, tu as l'habitude de finir ce que tu commences. On n'est pas en négociation présentement. Ah. Et tu nous quittes en pleine négociation. Donc, ce que j'ai fait, j'ai vérifié avec les 34 syndicats. À partir du moment où les 34 syndicats disaient, oui, on aimerait ça que tu finisses la négociation. Bien, j'ai pris l'engagement. Je disais, tout le monde est au courant. Je ne ferai pas les 3 ans. Ça me déchire, mais je ne ferai pas les 3 ans. Je vais finir la négociation, puis après ça, je passerai à autre chose. Et j'ai été fidèle à moi-même. J'ai fini la négociation et je suis très heureuse de l'avoir faite. Après avoir passé le flambeau au suivant, là vous dites, OK, bon, demain matin, ben, il y a une période de transition, j'imagine, où vous passez les dossiers, mais et là, le lendemain, il y a un matin là, où vous dites, OK, c'est plus moi qui est la présidente, j'ai passé des dossiers à mon successeur, je fais quoi, là, demain matin? Là? Première chose, on s'éclipse. On s'éclipse. On prend des vacances. On s'en va retrouver Josée. OK. Parce que 11 ans à travailler, comme je vous l'ai dit, et à être une passionnée comme je l'ai toujours été, tu perds qui tu es un petit peu. Parce que tu ne vis que pour ton travail, puis pour les gens que tu représentes, puis pour tes fonctions. Donc, tu décides que tu prends un grand recul, tu vas te retrouver, tu vas profiter des aspects de la vie que tu n'as pas fait depuis 20 ans. Du golf, du ski, des voyages, des spectacles. Donc, tu vas profiter de ces moments-là. Puis pour un an, tu dis, je ne touche à rien. Je ne prends aucune décision. Je me fais absente partout, sauf pour des amis qui te demandent de faire une entrevue, un petit bilan. Là, tu acceptes de te ressourcer, de réfléchir à ça et de le faire. Mais pour une année, je m'étais promis que je n'étais nulle part et que je faisais rien, et c'est ce que j'ai fait. Par contre, je suis pas mal sûr qu'on peut pas sortir d'une Josée Scalabrini toute cette implication, toute cette préoccupation professionnelle. Comment vous voyez l'avenir? Vous allez continuer de vous impliquer, là. Il y a une chose que je sais, puis là, il y a des gens qui vont dire, tu te pièges, il fallait que tu changes d'idée un jour, parce que la vie est une grande surprise, puis on ne sait pas ce qui s'attend. Ici, là, aujourd'hui, à la date où nous sommes, je vous dis, il y a une chose que je suis pas mal certaine, que même si tout le monde m'envoie là, puis tout le monde est convaincu que je m'envoie là, c'est la politique. Non, Josée ne devrait pas aller en politique. J'ai donné. Tu y laisses de toi, tu y laisses de ta santé, parce que être représentante syndicale, c'est un peu... C'est de la politique. Faire de la politique, hein? Donc, je suis convaincue que je vais faire autre chose. Je suis convaincue que je vais m'impliquer en quelque part, mais ça ne devrait pas être en politique, je vous le garantis. OK. En guise de conclusion, si vous aviez un message à passer à ma fille, par exemple, qui s'est intéressée par la profession d'enseignante, qu'est-ce que vous auriez à lui dire? 2 choses. Premièrement, avance, parce que la profession enseignante, c'est une des plus belles. J'ai adoré ce que j'ai fait en enseignement. Deuxièmement, implique-toi. Toujours. Fais pas les choses comme on les a fait. Parce que moi, j'ai jamais fait les choses comme les gens l'avaient fait dans les années 70. Et ils l'ont très bien fait dans les années 70. Là. Ils ont répondu à leurs besoins, ils ont répondu à une dynamique qui était là, puis c'était extraordinaire.
Mais moi, j'étais d'une autre génération, dans un autre contexte, avec de nouveaux besoins, et j'ai fait les choses de ma façon. Donc, à tous ces jeunes-là, comme à votre fille, venez en enseignement, impliquez-vous, posez des questions, engagez-vous, mais surtout, parlez de vos besoins. C'est ça qui est important, parce que les gens qui seront vos dirigeants auront besoin de donner leur juste aux gens qui prendront des décisions. C'était des mots. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Merci à vous, c'était un plaisir.